Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icône de Radio Ma'arif où semaine après semaine nous dressons une improbable galerie de portraits d'icônes, de gens qui nous ont marqués et super casting pour la seconde fois réunis dans nos locaux. Mouna Belgeleni, salut. Hello. Comment ça va? Très bien. Tu as une très belle casquette. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage. Qu'on ne puisse pas la voir. Exactement. On Tu fais réclame partie un podcast des rares. visuel. Ouais, on le réclame pour toi, hein, parce que bon, personne ne m'a rien réclamé. Alhamdoulilah, il n'y a pas d'émeute à la sortie du bureau. Hamza est au son. Tu veux faire un podcast visuel? Oui, on peut filmer Hamza aussi. Et on a aussi Rebel Spirit, l'homme qui fait parler les personnages par le talent de sa plume. L'homme qui a fabriqué des icônes. Hein. Tu as fabriqué des icônes. Oui, le Madani. Oui, entre autres. Poverty, Courage and Rock and Roll. Yes. Exactement. Et puis c'est pas seulement, c'est aussi le musicien du célèbre groupe Moustache Orchestra. Ouais, groupe célèbre. Célèbre. Voilà. Si vous pouvez voir Moustache Orchestra une fois qu'on nous aura laissé refaire de la musique, On espère. n'hésitez pas. C'est un hommage à la chanson marocaine. Chanson marocaine ou chouïa maghrébine aussi. Hein, ouais. Mais quand je dis chanson, c'est l'Orniel Maghrébiya, dans le sens où voilà, réorganiser, réinterpréter. Et ça sonne bien, quoi, en tout cas. Ouais, ça fait plaisir. Tu vas nous parler des musiciens. Inch'Allah. Mais pas tout de suite. Tel chouïa. Fin du teasing, retour à Mouna Belgeleni. D'accord. Mais moi, je fais plus de teasing depuis que j'ai compris que dans le titre du podcast, il y avait le nom. Donc, je vous parle de Hassan Hajjaj aujourd'hui. Hassan Hajjaj, qui est un... L'Andy Warhol marocain. L'Andy Warhol marocain. Andy Wallo, absolument. Et qui est une icône. Alors, le personnage, pour ceux qui le connaissent, est une icône, mais c'est surtout son univers visuel que j'ai choisi. Eh ben, tu vas nous le décrire, puisqu'on n'a pas d'image. On n'a pas d'image, oui, mais les gens vont... Il y a Internet. Bah, si, c'est... Non, je rigole. Alors, en fait, tu proposes qu'on supprime le podcast et qu'on mette un lien vers Google Images. Googlez. Exactement. Non. Alors, Hassan Hajjaj, il est multicasquette et ça aussi, ça fait partie de... c'est ce qui fait aussi de lui une icône. Quand on le voit dans la vraie vie, c'est un monsieur presque discret, qui parle doucement, qui est très, très gentil, mais son univers est timide, voilà, et pas très... Voilà. Et son univers est tout le contraire. Son univers est explosif, très coloré, très éclatant, absolument. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est photographe, il est designer, il est créateur de mode, il fait des clips, il fait de la musique, enfin bref, il fait beaucoup de choses et c'est ce qui fait de lui, je pense aujourd'hui, une icône, surtout que ce n'est pas un petit jeune non plus, je veux dire, il fait parler de lui depuis plusieurs années. Alors il était peut-être plus célèbre dans le monde artistique il y a quelques années, mais aujourd'hui je pense que tout le monde, les makaach Hassan Hajjaj a au moins vu une photo de Hassan Hajjaj, ou en tout cas l'univers c'est des t-shirts, c'est beaucoup des de clips, choses. Et quand bien même les gens ne connaîtraient pas Hassan Hajjaj, il a instauré un style et une identité visuelle. Il y a du Hassan Hajjaj qui déborde de Hassan Hajjaj. De partout, absolument, complètement. Tiens, Rebelle, puisqu'on a un professionnel, quelqu'un qui est dans le est-ce que tu peux nous décrire cet univers? C'est de la photo, c'est quoi? C'est de la photo, mais c'est surtout du compositing pour faire de la photo. La photo, c'est le dernier accessoire que Hassan Hajjaj utilise pour la démarche de création dialogue. Ça veut dire qu'il crée un univers, un background, des vêtements, des costumes qui sont basés des produits, au fait, de la consommation très kitsch, qui sont très présents, mais le détournement des objets, c'est ça ce qui donne de la valeur au travail de Hassan Hajjaj. Après, la mise en situation, l'impact, parce que c'est des trucs qu'on peut toucher, qu'on peut voir, mais qu'on n'a jamais l'audace de les mettre ensemble, un cadre pour donner ce que Hassan Hajjaj arrive à faire. C'est vrai, hein, on rencontre souvent dans ces compositions des objets qui sont familiers, qui sont même parfois considérés comme vulgaires, des trucs, voilà, des emballages, et quand tu les vois remis dans cet univers, ils prennent une nouvelle noblesse, en fait. Complètement. Alors, pour la petite histoire, il est né en 61 au Maghreb, Flarèche, mais aujourd'hui, on l'associe à Marrakech parce que c'est là qu'il
passe le plus gros de son temps quand il n'est pas en Angleterre et où il a un riad, où il a une boutique, etc. Mais Houa, donc, Ould Larache, et il est parti très jeune s'installer avec sa famille à Londres. Et c'est ce qui explique peut-être aussi cet éclectisme, parce qu'en fait, il est parti, il devait avoir 12 ou 13 ans. Il est pop. Donc, exactement, beaucoup de codes marocains, de choses qui nous parlent, qu'on connaît, une esthétique, un univers, etc. Et tout ça a été confronté à l'explosion et explosivité de Londres, parce qu'il s'est installé à Londres, où il découvre, donc à cet âge-là, quand même, c'est l'âge où on est formé, 13, 14 ans, 15 ans, où il découvre le reggae, il découvre le rock'n'roll, il découvre d'autres ethnies, il découvre le melting pot qu'on Il arrive à Londres à quel âge, tu nous as dit? 12-13 ans. Et il est né en 61. Donc il arrive là-bas vers le début des années 70. Imagine. Ah ouais, d'accord. C'est le glam rock, complètement, Bowie, les couleurs, le satin. Donc il est, D'accord. vraiment juste avant le punk, quoi. D'accord. Complètement. Et donc tout ça en fait va nourrir cette identité qui fait aujourd'hui Hassan Hajjaj. Et ce qui fait aussi sa différence, c'est peut-être justement le fait qu'il ait grandi à Londres. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes qui sont plus influencés, surtout le Maghreb, France, et c'est pas la même vision. En fait, ils se retrouvent dans un monde où le Maroc il n'y a pas de lien direct avec le Maghreb, donc il arrive avec. Tu penses que c'est Londres qui a donné un impact à son travail? Complètement. À mon avis, oui. Je pense que Rebelle veut dire un truc. L'influence française, on va dire, moi je vais être clair, l'art في المغرب n'a pas touché Hassan Hajjaji. J'ai eu l'influence anglophone. Il a été caribéenne un petit peu aussi, parce qu'il a beaucoup traîné avec tout la Jamaïque. D'accord. La Même africaine aussi. Afro-hip-hop, il est vraiment dedans. Exact. Et il a été dedans depuis longtemps. Je suis un peu ce qu'il fait, le background dialogue. Et c'est ça, au fait, même la façon dont il avec les jeunes artistes, ou là quand tu lui parles et tout, elle est différente par rapport à les artistes, les Marocains qui ont travaillé en France et tout. Moi, je vois je vais peut-être dire une bêtise, j'y connais rien, mais je vois même du Nigeria dans son travail. Complètement. Alors moi, pareil, ce qui est logique avec la communauté anglophone africaine de Londres. Complètement. Moi aussi, dans un autre registre, je le comparerais, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde, à Malik Sidibé, Matelen. Parce que Malik Sidibé, c'est quelqu'un qui a fait des photos d'une jeunesse à une époque qui n'est pas représentative de la culture, c'est-à-dire qu'il y a Calypso, comme des Européens et tout ça, mais il faisait des espèces de montages. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, comme tu le disais au début, Reda, il a pris des éléments qui constituent notre quotidien, de la culture. Puis quand il fait une photo, on va y retrouver normalement ce qui était perçu comme négatif, à savoir la contrefaçon. Lui, il va la détourner de manière à ce que ça devienne presque une prise de position politique au final, parce que ça dénonce aussi le rapport nord-sud. Enfin en fait, quand on voit, j'aime dans son univers, il y a plusieurs lectures en fait. Il y a la lecture très basique il y a de la couleur et des gens qualifierait même la chose de répétitive, sauf qu'en réalité, il y a toujours plusieurs. C'est ce que fait Rebelle aussi, quand on voit son travail, ses bandes dessinées sur le Medani, etc. Le Casablancais sur son deux roues. On voit d'où ça vient. Et en même temps, c'est chez nous. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a les deux lectures. C'est-à-dire, on voit d'où c'est parti, on sait sur quoi ça s'appuie, on sait de quoi ça naît. Et en même temps, on est vraiment chez nous. On est complètement dans nos codes. Voilà, et puis, il y a des trucs qui font de lui une icône la fusion. Aussi. C'est qu'il commence en fait... La fusion. Ce qui fait de lui aussi une icône, c'est qu'il est avant-gardiste. Par exemple, Loul, quand il commence, quand il est à Londres et tout, il va lancer par exemple une marque de vêtements hip-hop, rap, etc. Et il va commencer à faire des photos où il fait poser les gens dans des trucs très street, comme s'il posait pour Vogue. Alors qu'à l'époque, Vogue, c'était très carré, très... Et j'aime que le temps ait fait que des années plus tard, il fait vraiment les couvertures de ces magazines-là. Il a photographié les plus grandes stars. En fait, j'aime cette espèce d'enchaînement des choses qu'il faisait un petit peu par rébellion et par anticonformisme, et qui aujourd'hui font sa marque de fabrique, mais pas seulement. J'aime aussi les icônes qui durent dans le temps. Par exemple, si il y a quelques années, il était dans l'air du temps, et ben encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il continue à photographier. Il est au courant de ce qui se fait dans la scène. Il est au courant de qui sont les jeunes talents. Il les met même parfois en avant plus que ceux qui sont censés le faire. Comme tu disais au début, il est très présent, c'est-à-dire qu'il y a il donne énormément de visibilité à plein de gens. Ouais. Et je pense que tu veux dire autre chose. Vas-y. Ouais. Ce que j'aime bien dans l'univers de Hassan Hajjaj, au fait, c'est que quand tu te mets devant lui,
كتكون ايغاليتير بحال مادونا بحال سنور بحال البنات اللي كيديروا Exactement. الموتور في بحال خديجه الورزازيه كيوليو بحال Exactement. quand il rentre dans l'univers de Hassan Hajjaj il porte donc les vêtements il rentre dans le décor et il n'y a pas de devient hiérarchie. exactement ما كيكونش هذاك بحال ويل سميث بحال Exactement. كما قلتي. Non, et puis voilà, et tout ça, ça fait de lui quelqu'un d'iconique. Et puis, il a aussi fait des choses qui ont... en fait, j'aime ce côté anti-exotique, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'Occident aime voir chez nous, aime exploiter, il le prend qui est genou et il en fait autre chose, comme cette fameuse série, je pense que c'était mi-année 2000, où ces motards de Marrakech, Ouais. où ce gang de motards, c'est juste extraordinaire. Ouais. Et puis, il s'arrête pas à un seul médium, donc il y a les photos, mais il y a aussi des montages, il fait des petites vidéos, enfin bref, et qu'on le veuille ou non, c'est un travail iconique, parce que voilà, ce sont des images aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer, tout simplement. Et je pense que aussi, et c'est parfois aussi le rôle d'icône, c'est qu'il a semé aussi beaucoup de graines et qu'il y a beaucoup de, pas de petits hajjaj, mais en tout cas beaucoup d'initiatives nées de l'icône c'est quelqu'un qui a ouvert une porte ou une voie, donc en fait il décomplexe un peu ce qu'on imagine impossible est rendu possible par ces gens qui arrivent. Et en plus quelqu'un de super généreux et super gentil, donc ça gâche pas le tableau. Merci beaucoup, tu as tout dit. Avec plaisir. Je crois. Ou si tu as Non, ça marche, ça y a pas de souci. Eh ben c'est bien. Et de qui tu veux nous parler, de Zoli Kinsa? انا سيدي البيرسوناج الثاني اللي je vais parler de lui aujourd'hui, ça me rappelle aussi les premiers cours d'initiation de guitare. فيما كتمشي للجيتار à côté d'un lycée tu trouves un jeune qui a une petite guitare qui a envie de séduire un peu les filles, les lycéennes et tout, qui غنم داك عشاق طفلة أندلسية. J'ai fait choisir une autre technique, elle marchait pas très bien. Je vais lui faire ça peut-être sans raison. Qu'est-ce que tu faisais toi? Led Zeppelin. Non, c'est vraiment, tu trouves le mec coiffé, parfumé, il a envie, Et aujourd'hui, on va parler de Salim Hilali, qui est un chanteur, compositeur, interprète algérien, juif, et qui a passé une grande partie de sa vie ici, au Maghreb. Exactement. Il est né, je pense, dans la région de Annaba, en Algérie, en 1920. Donc du côté de la Tunisie, en fait. Enfin, de l'autre Exactement. côté Et rapidement, il passe avec sa famille à Paris. Et c'est là où le talent Diallo, il connaît une effervescence, il va commencer à chanter et tout. Après, il descend à Marseille. Et la période, Paris, c'était la période de l'occupation nazie. La France. Donc, et il est juif. Il est juif. Voilà. Il a été poursuivi par le mouvement Vichy, je pense, un truc comme ça. Sa sœur a été capturée par la police, mais l'harb diallo, il a été initié par l'imam de la mosquée de Paris, il s'appelait à l'époque Sidi Qaddour Ben Gharbrit. Ben Gharbrit. Exactement. Qui a sauvé plusieurs personnes. Exactement. Donc, une identité comme quoi c'est un musulman. Et مشاو للسيمتيار ديال بوبيني و ils ont créé واحد طومبو artificiel فيه السميه ديال comme quoi باه pour prouver que c'était et du coup السميه ديالو ولات سليم هلالي. Alors que son vrai nom c'est Simon Helali, au fait. C'est le nom diallo. Exactement. Donc, après la période Hadi, il commence à sortir des albums, il sort beaucoup de chansons qui nous marquent aussi, jusqu'à présent, les fêtes, les mariages et tout, Sidi Habibi, Mahanni Zina Al-Amar, et plein de, le répertoire chgouri, Marocco, algérien et tout, Salim Hilali, c'est l'un des plus grandes figures faits. Il s'installe au Maghreb les années 40 où le bar qui s'appelle le Coq d'Or. Je pense que c'était dans la Médina القديمة في الدار البيضاء vers عرسة مولاي عبد السلام عرسة الزرقطوني في المدينة القديمة et c'était un peu le tremplin des artistes marocains. Je pense لعبوا فيه بزاف. لعبت فيه Edith Piaf aussi me semble-t-il. Je pense pas, mais surtout زعما les stars اللي كانوا معروفين c'est الحاجة الحمداوية ومعطي بن قاسم. C'était les plus grandes vedettes qui ont زعما اللي خرجوا من تما اللي كنعرفوهم un peu في la scène marocaine et tout. Donc il passe l'âge d'or ديالو هو في كازا وكان كيدير beaucoup de fêtes. L'orientation sexuelle ديالو هي عاوتاني كانت كتلعب un rôle du fait que les soirées ديالو كانوا un peu معروفين في كازا, c'était un peu la tendance, toutes les grandes familles et tout avaient envie باش يجيو يحضروا les soirées ديالو parce qu'il y avait de l'ambiance.
il y avait beaucoup de choses qui étaient interesting في la période. Après un certain moment, il رجع لفرنسا. شنو هادشي les années 60 قلتي؟ Exactement. Qui revient à France, dans les années 70, il s'installe à Nice, il construit apparemment, d'après ce que la légende raconte, une résidence de folie. Digne de son statut. De son statut autant que, exactement, malheureusement, actuellement, je pense les superstars maghrébines qui cartonnent un peu France ou l'Europe, c'est qu'on a trouvé l'histoire de Salim Hilali. Et à un certain moment, il commence à produire des albums à Outani Bdekchi. Et après Nice, à la fin de ses jours, il est mort dans une maison de retraite Nice en 2005. Oublié ou il a chanté jusqu'à sa fin? En fait, ce que j'ai retrouvé la recherche, c'est qu'à un certain moment, ouais, il avait un prestige, il s'habillait bien et tout, il avait les hibas, voilà, donc à l'âge, avec les maladies et tout, il refusait de rencontrer les gens, en fait, de parler aux gens, de réapparaître un peu. Il y a, quand tu revois son histoire, il y a un conflit كيف ديما ما بين واش هو مغربي ولا جزائري c'est qu'en faisant des recherches j'ai appris qu'il était algérien alors que tu étais persuadé que مغربي il était toujours présent à la télé marocaine, on connaissait, tu achetais les cassettes et tout ou ça se chantait في العراسات donc الشعبي بحال قلتي الحاجه الحمداويه ولا ان ريبرتوار ديال العيطه ما كانش كيسحب لك واش كان كيسحب لي انا باغ اكزومبل سيتي دو فولكلور ولا شي حاجه alors que non c'était des chansons composées écrites par Salim Hilali en fait. Il faut voir hein, si vous avez la possibilité de regarder, de jeter un coup d'œil sur les images hein. C'est quelqu'un qui avait un côté un peu flamboyant, établi avec des couleurs très vives. Exactement. Souvent une sorte de mais Jabador, enfin, voilà, Kaftan avec du strass, un peu la James Brown avant l'heure. Exactement, on fait un petit côté féminin aussi, avec les poses majestueuses, théâtrales un peu, avec de la lumière et tout. C'est un peu notre Freddie Mercury. Exactement, c'est vraiment Non, et puis les musiques, non, mais les chansons sont extraordinaires. Je sais pas comment elles s'appellent, mais celle qui est connue sous le nom de la danse de la mariée ou la sortie de la mariée. Et ben voilà, donc finalement oui, j'ai joué ça à la guitare aussi. Donc إخواني اللي كنتو كتلعبوا مازال الجيتار حدا الليسي وكتلعبوا عشق الطفله الأندلسية c'est Salim Hilali qui est derrière cette légende. Pour clôturer ce débat de Marocains, Algériens, Français, Juifs, tout ça, c'est la même chose en fait. C'est quand tu écoutes vraiment quelque chose qui a bercé le fond de notre oreille. Et les années qu'il a passées à Kazan ont marqué tous ceux qui s'intéressaient à la nuit ou à la musique. C'était des soirées un peu folles, animées par un showman exceptionnel. Voilà. Est-ce que Moustache Orchestra reprend Salim Hilali? On reprend Sidi Habibi, on reprend Khaftanek Mahloul aussi. D'accord. Alors, juste Sidi Habibi, pour info, qui a été aussi repris par un groupe qui s'appelle Mono Negra, un peu en version punkoïde. Oui, exactement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... Voilà, la musique a voyagé. C'est exactement ça. Tellement il avait une belle voix, une belle présence sur scène, que même la diva de l'Orient, qui est Kulthum, un jour, elle a dit, mais هو مين ده اللي بيعمل الحاجات دي كلها في المسرح. Et à l'époque, lorsque Kulthum disait un témoignage comme ça sur un artiste, بحال يقدر يديرها في السي في ديالو كارت ناسيونال ديالو يطبع فيها كلثوم قالت لهم شكون هو هذا. Non, mais ce qui est fou, c'est aussi les critères esthétiques. C'est-à-dire quand tu parles de Kulthum et des chansons égyptiennes ou orientales, tu as des critères esthétiques qui sont ce qui sont. Tu as des grands orchestres, tu as le chanteur qui est un peu sanctifié dans sa posture immobile et presque tragique ou divine, tu vois. Salim Hilali, c'est un truc plus maghrébin. Exactement. Ça bouge, ça transpire, j'ai envie de le dire, c'est presque rock'n'roll. C'est exactement ça. La voix est plus rock, on n'est pas dans le Montreb, on est dans celui qui va te secouer en public. Voilà, showman, exactement. Mouna, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter sur Salim Hilali? A priori, pas du tout. Mais il ne reste plus qu'une chose à faire pour terminer ce podcast en beauté, exactement, l'écouter et vous dire au revoir les amis. Au revoir. عاشق طفلة أندلسية صغيرة شابة خمورية يا محلى داك الزين العين الحواجب مقرونين شوفتها تسحر في الحين
خلي العاشق في بلية عاشق طفلة أندلسية صغيرة شابة خمورية. Produit avec le soutien de la MDJS.